on est revenu sur la ferme familiale en 2012 et avec mon frère. C'est une ferme de taille importante qui fait à la base 360 hectares. Avec mon frère, on a repris 50 hectares pour installer notre projet de paysan boulanger. Et donc voilà, ce projet installé en 2012 nous a permis au fil des années, par rapport à la demande que l'on a dans notre secteur du produit fini, le pain, de développer l'activité, de développer la commercialisation qui était beaucoup au début au niveau des épiceries bio et qui finit aujourd'hui avec un point de vente ici dans le village. On est 5 personnes, donc on s'est associé avec Hélène qui est boulangère suite à une reconversion professionnelle et qui est aussi une passionnée, elle, de tout ce qui est levain et donc le levain pour faire le pain. Donc voilà, du coup on est trois associés. Moi plus sur le côté champ. Voilà, donc là vous voyez un projet d'agroforesterie que l'on a implanté en 2015 sur une parcelle de 10 hectares. Et puis Benjamin, le côté panification, le côté bricolage, aussi transformation, hein, on décortique, on trie le grain. Et puis Hélène qui est devenue la patronne de la boulangerie entre-temps. Et donc on a un salarié au jour d'aujourd'hui et un apprenti paysan boulanger qui fait la formation du CFPPA de Montmoreau. Voilà, donc après donc c'est un projet passion, donc passion parce qu'on est tous passionnés de ce qu'on fait. Et donc sur la partie culture, dès qu'on est arrivé, on a repris des anciennes variétés de blé auprès de l'INRA de Clermont-Ferrand. Il y a un conservatoire de céréales à paille qui existe là-bas. Tout un chacun peut récupérer des échantillons de différentes variétés de blé. On récupère 100 grains et puis après on en fait ce que l'on veut, quoi. Donc ça reste toujours à titre on va dire expérimental. Nous depuis 2012 on a commencé à redécouvrir ces variétés-là et puis conjointement avec les différents réseaux qui existent dans le domaine, on a commencé à se lancer dans la sélection, à faire des croisements de variétés de blé, toujours dans l'optique de faire on va dire notre variété de blé pour avoir notre pain, quoi, une démarche on va dire de terroir. Voilà, alors après on peut dire ce qu'on veut et on peut dire beaucoup de choses. Après dans le concret c'est pas forcément si simple et si parlant, hein, les différentes variétés de blé au niveau de la qualité du pain ou de la dimension organoleptique, etc. Voilà, on peut dire beaucoup de choses, mais dans le concret, c'est pas si simple. Voilà, c'est plus complexe que ça, quoi. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on continue le projet de sélection. Aussi, parallèlement, et là, c'est entre guillemets un projet passion, donc me concernant, de pourquoi pas créer des variétés de blé aussi pour des filières longues et donc des variétés de blé qui soient bien adaptées à notre secteur, sachant que c'est une sélection qui est vraiment faite 100% en agriculture biologique et donc avec un objectif d'avoir des blés panifiables de qualité par derrière, quoi. Donc ça c'est un point. L'agroforesterie, la dimension agroécologique sur la partie agricole, c'est un autre point qui s'intègre dans une dimension globale, holistique, de gestion de la ferme. Donc on a, dans une cadre de rotation bio, on a réintroduit des cultures qui avaient disparu de ces terres-là, hein, comme la luzerne par exemple. Et puis on en a intégré qui ont sûrement pas été cultivés depuis très longtemps, voire jamais, genre comme le petit épeautre ou le grand épeautre. Voilà, toute cette diversité des céréales qui existent, on le met en pratique ici parce qu'on a un usage de transformation à la ferme dans un premier temps, puis en lien aussi avec
aujourd'hui avec des boulangers dans la région et dans la région parisienne, auprès de qui on commercialise un peu de farine. Du coup, en direct du producteur, ce qui permet aussi aux boulangers d'avoir des farines un peu particulières. Donc cette dimension au niveau de cette mise en place d'un assolement diversifié avec plein de cultures fait que ça donne ça permet d'avoir d'intégrer beaucoup de biodiversité dans le système de culture et de bien gérer de faciliter la gestion de la fertilité des sols. Sachant que nous, on n'a pas d'animaux encore sur la ferme. Je dis encore parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie réflexion de pouvoir réintégrer des animaux. Et donc, planter des arbres dans notre zone de plaine, c'est vraiment une dimension qui donne suite à une réflexion que moi j'ai eue pendant mes études, de remettre l'arbre au cœur du système agricole. Quand la première fois j'ai entendu parler de ça, tout de suite ça m'a fait tilt. Mais c'est ça qu'il faudrait faire sur la ferme où j'ai grandi, parce qu'on est en zone d'open field et que l'arbre a toute sa place à être réintégré pour en bénéficier de tous les avantages qu'il pourrait nous apporter. Notamment la première vocation que moi j'ai perçue, c'était une dimension paysagère pour réintégrer du paysage en fait, et puis créer du lien avec les gens qui passent au bord des champs. Ça permet aussi pour moi vraiment l'arbre on peut pas être contre les arbres, donc l'arbre ça réunit les gens, et c'est vrai que cette dimension là pour moi aujourd'hui, par rapport aux problématiques du monde agricole et au regard des gens sur le monde agricole, pour moi c'est vraiment un outil de communication qui peut être formidable. Donc c'est aussi, ça fait partie intégrante des réflexions pourquoi on a planté des arbres. Et puis après il y a vraiment cette dimension liée au paysage, casser le vent dans notre région open field, de créer un microclimat, de favoriser on va dire le bon état des cultures, parce que le vent peut être source d'érosion aussi, peut être source d'évapotranspiration qui est aussi augmentée. Donc ça c'est une question aujourd'hui, on ne connaît pas la réponse. Est-ce que l'arbre va nous permettre de créer un microclimat qui pourrait être propice au meilleur développement des cultures? Après il y a la dimension vraiment aussi auxiliaire, de créer un lieu d'habitat pour l'ensemble des auxiliaires de culture, des oiseaux, des insectes, pour favoriser soit la pollinisation, soit créer des abris pour avoir des animaux qui gèrent les ravageurs de culture. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu un gros développement de coccinelles en bordure de cette parcelle-là. Je pense que ça a vraiment eu un impact en comparant à d'autres champs un peu plus loin qui n'ont pas de haies végétales comme ça. Alors certes c'est une haie qui est toute jeune, donc elle n'est pas très développée, mais on perçoit déjà, je pense, des impacts au niveau de la biodiversité présente dans ce système agricole. Et donc après la dimension qui se rajoute un peu au projet agroforestier, c'est la dimension économique, c'est-à-dire planter des arbres pour tous les avantages que je viens de citer, ça a déjà beaucoup de sens, mais après d'essayer que ce soit transposable, que ce soit durable, etc. Il faut aussi qu'il y ait un avantage économique, je pense, parce que ça a aussi un coût d'entretenir. Donc il faut gérer ça dans le temps. Alors là, on a planté principalement au niveau du raisonnement économique, des essences de bois d'œuvre, donc pour l'ébénisterie, des bois de qualité, comme le cormier, la lisier terminale, le merisier,
le noyer. Et donc ces arbres-là, dans quelques dizaines d'années, pourront être récoltés pour être valorisés en bois d'œuvre. Après aussi, c'est une problématique qui est assez particulière dans le monde agricole. Aujourd'hui, on raisonne plutôt à court terme et à l'année d'après. En agriculture biologique, au niveau du raisonnement économique, on raisonne davantage à la rotation parce qu'on sait que dans la gestion de la fertilité, dans l'enchaînement des cultures, faut pas raisonner, on va dire, rendement à l'hectare. Il faut raisonner déjà marge nette pour avoir une activité qui soit viable économiquement. Et on raisonne marge nette à l'échelle d'une rotation parce qu'on va implanter des cultures qui vont être peu économiquement rentables, mais qui vont profiter à la culture d'après, qui elle va vraiment être l'atout économique dans l'échelle d'une rotation. Donc après, l'idée c'est vraiment de pouvoir jouer avec cet ensemble de facteurs pour avoir une rotation qui soit économiquement intéressante, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, tu as planté un sous-étage arbustif. Oui. Du coup, la gestion de cette bande, pour l'instant, est-ce qu'elle te pose problème ou pas? Est-ce qu'elle te prend du temps? Enfin, quel est aujourd'hui, enfin, si les bénéfices vont s'échelonner dans le temps, est-ce qu'il y a aussi des points un peu problématiques déjà à ce stade dans la gestion? Quand on plante des arbres pour le bois d'œuvre, la première chose à savoir, c'est que ça pousse pas tout seul, entre guillemets, il faut les entretenir, les arbres. Donc pendant au moins les 10 premières années suite à la plantation, il faut tailler les arbres pour favoriser des billes de pied, donc on va dire du bois de qualité, sans branches, sans nœuds dans le bois, le plus haut possible. Donc on vise des billes de 4 mètres de haut. Donc ça nécessite un entretien et un suivi. Donc après, en fonction des années, là on a eu 2 années sèches, donc ça a un peu calmé aussi la pousse des arbres, mais il faut suivre les arbres à ce niveau-là. Après, oui, donc Agnès a dit, en effet, il y a aussi des arbustes qui sont plantés entre les arbres. Et là, vous pouvez, enfin on voit pas très bien, mais il y a mais les arbustes, en fait, ils sont plantés de manière irrégulière dans le champ. Il n'y en a pas entre chaque arbre. Des fois, entre certains arbres, il y a des arbustes, et des fois, c'est une bande enherbée. Donc, pourquoi? C'est parce que je voulais créer un paysage, par le biais de cette plantation-là, qui reste, on va dire, hétérogène, et qui évite de faire des grands couloirs de végétation dans laquelle, dans 30 ans, on peut se sentir dans une situation d'enfermement en étant dans des allées. Comme ça, on ne voit plus au loin, en fait. Et c'est aussi la caractéristique de ces paysages d'open field, c'est qu'on voit loin. Et il y a un côté, en fait, on s'habitue à ça. Et moi, c'est vrai qu'on apprécie le fait de voir loin également. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'entremêler le fait de continuer à pouvoir avoir cette vision d'open field, tout en intégrant l'arbre et les arbustes dans le paysage. Pour faciliter la gestion de la bande enherbée, j'ai planté les arbres dans une luzernière d'1 an qu'on venait de semer pour en fait avoir de la luzerne sur la bande enherbée. Et donc finalement la luzerne prend le dessus au printemps et l'été, et là à partir de l'automne elle commence à retomber un peu et ça contrôle assez bien la végétation, si ce n'est que peut y avoir des développements de rumex ou de chardon, et puis de vulpin, etc. Alors le vulpin, il y a tellement d'azote avec la luzerne que le vulpin est tellement vigoureux qu'il retombe par terre, il plaque et finalement il fait un paillage, donc c'est plutôt intéressant finalement, je trouve. Après tout ce qui est chardon et rumex, l'idée c'est d'éviter que ça se propage trop, donc on passe un coup de débroussailleuse pour les couper au mois de juin. Et on va dire c'est un travail, mais en même temps il y en a pour petite demi-journée, voire un peu moins en fonction de si on a beaucoup ou pas. Mais là cette année ça a duré à peine 2 heures en fait, le temps de marcher. Il y a 2,5 km, donc à 5 km/h, voilà,
plus les arrêts, il faut compter à peu près ça, quoi. Donc ça fait une belle balade, ça permet de voir aussi les arbres parce que la problématique avec notre métier de paysan boulanger, agroforestier, etc., c'est que le temps il faut bien le gérer si on veut en avoir. Et donc avoir du temps pour aller observer les arbres, finalement, on a du mal à le prendre. Donc c'est aussi bien de pouvoir avoir des interventions pour inciter à prendre le temps de s'arrêter et regarder, quoi. Vous n'aviez pas paillé initialement? Alors il y a eu des paillages au pied des arbres qui ont été mis en toile tissée, des toiles de jute tissée, là, des plaques d'1 mètre, mais qui ont duré 1 an et qui ont été agrafées avec des agrafes métalliques. Et c'est vrai que c'est pas, après coup, c'est pas une bonne idée, je trouve, parce que déjà les agrafes métalliques, faut mieux les ramasser, sinon elles y sont toujours, et là elles y sont toujours. Et puis ce paillage-là, il n'est pas très persistant, donc la végétation a redémarré au pied des arbres, ce qui n'est pas terrible pour vraiment favoriser leur développement dans les 4-5 premières années. Il est vraiment conseillé d'avoir un bon paillage au pied des arbres. Donc là, ça les a limités un peu, quoi. Ça les a limités un peu dans le développement. Après, en plus avec les 2 années sèches, là, normalement, ça devrait être des arbres de 4 ans devraient être plus développés que ça. Mais en même temps, moi, ça me gêne pas trop dans le sens où je pense que du coup les arbres avec cette situation-là, donc de concurrence avec la luzerne et un peu d'herbe au pied, et en même temps les années sèches que l'on a sont en train de vraiment plonger leur appareil racinaire en profondeur pour aller chercher l'eau. Et du coup, c'est peut-être une idée de l'esprit, mais je pense qu'il va y avoir moins de développement latéral de l'appareil racinaire de l'arbre, et du coup moins de gènes à long terme sur les cultures, quoi. Voilà. C'est sûr que la question de la concurrence en eau entre les arbres bien développés et les cultures, c'est une vraie question. Il ne faut pas il y a des détracteurs de l'agroforesterie qui disent ouais, mais bon, il n'y a plus rien qui pousse au pied des arbres. C'est vrai et faux dans le sens où si les arbres sont plantés dans des conditions de sol superficiel, il a soif, donc il va chercher l'eau là où elle est, et dans un sol superficiel, elle est en surface, donc forcément il va y avoir des concurrences. Donc l'agroforesterie, c'est pas fait pour tous les types de sols. Il faut vraiment avoir des bonnes connaissances de base et faire appel à des gens qui sont spécialistes dans le domaine, parce que ça se décide pas comme ça sur un coup de tête, planter des arbres dans les champs. Il faut bien raisonner la réflexion au niveau de la gestion du parc matériel, parce que ça reste des champs cultivés, au niveau de l'orientation des lignes d'arbres, au niveau de la notion de propriété du foncier aussi, qui est un autre débat, et donc de la caractéristique du sol pour essayer de tirer, on va dire, que des avantages par rapport au fait de planter des arbres dans une parcelle. Quand on est agriculteur et qu'on se lance vers le bio, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde aujourd'hui, mais il y a vraiment cette démarche globale de qui suis-je sur Terre, donner du sens à mon métier, je produis de la nourriture, j'agis sur un environnement, donc voilà, c'est toutes ces démarches-là en fait qui sont. Et si on arrive à le lier avec une activité économique qui soit rentable, et c'est pas forcément évident, parce qu'aujourd'hui se lancer en permaculture avec un souci de faire tout ce qu'il faut pour avoir un sol vivant et le faire sans machine, etc., c'est top, mais il faut réussir à le faire pendant une carrière et de bien en vivre, et ça c'est un autre débat, quoi. Moi, mon projet de carrière, ce serait vraiment d'arriver à cultiver en bio, en perturbant le moins le sol possible, de tendre vers le semi-direct sous couvert. Et donc, pour l'instant, on laboure encore une bonne partie de la sole, quoi. Donc, c'est pour vous dire que de l'idée au concret, il y a vraiment un pas de géant à faire, dans le sens où c'est une notion de la gestion du risque. Donc on peut faire des essais sur des petites surfaces qui n'engagent pas de risque économique, mais de là engager toute la ferme d'un coup, il faut ne pas avoir de besoin de ressources de l'activité de sa ferme. Il y a des gens qui le font, qui prennent des risques énormes,
qui arrive à des résultats en fonction des années plus ou moins positifs, mais voilà, il y a vraiment cette gestion-là économique. Et nous, par rapport à l'activité que l'on a développée au niveau de la ferme de transformation du blé au pain, on a été là, on commence à être dans un rythme de croisière où on a une assise économique, un développement de la commercialisation qui s'est fait au fil des années, qui est plus conséquent. On a une activité économique aujourd'hui, une ferme sur 50 hectares avec 5 personnes qui tournent et donc on a recréé aussi un peu de trésorerie. On n'a plus trop le souci de savoir si on va pouvoir régler l'emprunt, quoi. Et donc ça va aussi permettre, ça peut permettre, en fonction des choix qui sont faits à plusieurs sur notre ferme, de tendre vers des itinéraires un peu plus audacieux et de tester des choses intéressantes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer au maximum les couverts végétaux pour nourrir le sol, créer des symbioses, essayer de tendre vers des cultures aussi mixtes en associant différentes plantes cultivées, que ce soit avec des plantes de service ou des plantes récoltées, ou que des plantes récoltées entre elles, etc. Donc vraiment de créer des rythmes avec l'idée de couvrir le sol le plus souvent possible, et donc de pouvoir semer avec dedans dans de la végétation si possible. Du coup, dans la démarche globale de tendre vers l'ABC, la grosse problématique, on rejoint encore, c'est aussi avoir les bons outils pour intervenir au bon moment. Et sur 50 hectares, on ne peut pas acheter ces outils-là, ou sinon il faut les auto-fabriquer, auto-construire, etc. Mais c'est pareil, il faut du temps, donc au bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Donc là, moi, au niveau de la ferme de plus grande taille que je citais tout au début, qui fait 360 hectares, il y a une partie qui reste encoroselle, c'est on va dire des terres plus superficielles et éloignées, où là, on ne touche plus le sol et on utilise encore la béquille de la chimie pour pouvoir le faire sans souci. Et ça permet d'avoir la capacité aussi d'investissement dans du matériel spécifique. Et donc ce matériel-là, du coup, est arrivé sur la ferme au jour d'aujourd'hui. Et là, on va pouvoir mettre en œuvre en fait tous les itinéraires techniques qui peuvent nous faire rêver pour atteindre ces objectifs-là. Donc moi, les meilleurs couverts végétaux que j'ai fait cette année, en fait, c'est des implantations de luzerne, donc dans des parcelles de colza là, qui sont en conversion et du coup qui sont restées en conventionnel. Et là, j'ai des luzernes qui montent plus haut que le genou, quoi. Et c'est merveilleux, quoi. Donc on voit vraiment, nous, on sait que la luzerne, depuis la introduction, et moi à l'époque de mon grand-père, c'est vraiment la plante, on va dire, qu'il faut qu'on développe sur nos fermes, parce que c'est une plante qui va restructurer le sol, rapporter de la fertilité au niveau des cycles des minéraux, c'est très intéressant, etc. Moi je teste la réintroduction de luzerne avec différents usages, parce que avoir une activité de fenaison sur la luzerne, c'est compliqué parce que la première coupe, souvent on peut la rater avec les risques d'avoir des fenêtres météo assez longues pour assurer la fenaison. Donc par rapport à ça, par exemple, cette année j'ai testé de mulcher des pommes de terre avec un mélange de seigle que j'avais semé dans une luzerne pour avoir des pommes de terre mulchées et bénéficier de tous les avantages du mulch pour la rétention en eau, la fertilité, l'apport en fertilité via la décomposition du mulch pour les pommes de terre, et puis aussi nourrir le sol à l'échelle d'une rotation, et également voir si ça peut avoir des impacts sur la gestion des maladies. Et donc nous, ce qui nous intéresse en bio, c'est le mildiou sur la pomme de terre. Donc est-ce que d'avoir un mulch, ça peut éviter l'effet splash qu'on appelle, qui développe la propagation du mildiou, et en même temps avoir des plantes plus fortifiées par l'effet de la micro-fertilisation, de la dégradation du mulch, pour éviter que le mildiou s'installe facilement, quoi.